Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous nous regardez sur YouTube, sur notre site internet, sur votre Freebox et peut-être bientôt sur la TNT francilienne. Et comme nous ne pouvons compter ni sur le Père Noël ni sur les milliardaires, soutenez notre campagne de fin d'année en faisant un don sur campagne.lemediatv.fr. Au sommaire de cette édition, un point sur l'actualité nationale et internationale. L'affaire Jeffrey Epstein, l'un des scandales politico-judiciaires les plus explosifs de l'histoire américaine récente, continue de hanter Washington. Et cette fois, ce sont moins les révélations que leur absence qui provoque colère, frustration et soupçon. Vendredi 19 décembre dernier, contraint par une loi votée par le Congrès, le ministère de la Justice américain a commencé à publier une partie des documents liés à l'enquête sur le financier new-yorkais mort en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineurs. Des milliers de fichiers ont été mis en ligne, photos, vidéos, audio, documents judiciaires. Mais très vite, le malaise s'installe. De nombreuses pages sont massivement caviardées, parfois jusqu'à l'absurde. Des passages entiers sont noircis sans explication claire. Plus troublant encore, certaines identités de victimes apparaissent en clair, tandis que celles de personnalités publiques sont soigneusement masquées. Pour les victimes, le sentiment est immédiat. Quelqu'un est protégé. Dans un communiqué commun, une quinzaine d'entre elles dénoncent un caviardage qu'elles qualifient, je cite, d'anormal et extrême, et accusent le ministère de la Justice d'avoir causé un préjudice réel et immédiat en exposant des survivantes tout en dissimulant les noms de figures puissantes. La famille de Virginia Giuffre, figure centrale de l'affaire, décédée en avril dernier, parle d'une publication très loin d'être suffisante et promet de continuer le combat. Face à la polémique, le ministère plaide la prudence. Il dit avoir besoin de temps pour protéger les victimes, un argument que beaucoup jugent peu crédible, tant le déséquilibre entre ce qui est révélé et ce qui est masqué saute aux yeux. C'est dans ce contexte que Donald Trump a pris la parole pour la première fois depuis la publication partielle du dossier, et sa réaction n'a fait qu'attiser la colère. Dans le camp démocrate, notamment, qui n'hésite pas à retourner l'affaire contre Trump. On écoute. Et Trump essaye de prendre tous les outils à sa disposition pour effectivement ralentir le processus. Donc, encore une fois, on ne sait pas ce qui va sortir, à quel point ils vont essayer de tronquer ou pas certaines sources, mais dans tous les cas, cette affaire fait mal politiquement, et je crois que c'est ce sur quoi essayent d'appuyer les démocrates pour montrer qu'il y a un manque de transparence, pour montrer que Donald Trump, finalement, ne met pas en place ses promesses électorales aussi. Et encore une fois, on le sait, c'est quelque chose de très, très important pour MAGA, cette affaire, et de trouver la vérité sur cette affaire. Et donc je crois que là, encore une fois, les démocrates essayent de l'utiliser pour faire un levier d'action et pour que l'étau se resserre un petit peu sur Donald Trump. Ouais. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, le président américain n'a pas eu un mot pour les victimes, pas un. En revanche, il s'est dit inquiet que la publication complète du dossier puisse nuire à l'image de personnes innocentes. Je cite, « Tout le monde était sympa avec ce type », a-t-il déclaré en parlant d'Epstein. Avant d'ajouter, vous ruinez la réputation de quelqu'un. Un propos qui choque, d'autant plus que Donald Trump lui-même apparaît sur plusieurs photos aux côtés d'Epstein, comme Bill Clinton, d'ailleurs, que Trump n'a cessé de citer à plusieurs reprises, semblant diluer les responsabilités dans une banalisation glaçante des liens avec le prédateur sexuel. Depuis, près de 8000 nouveaux documents ont été ajoutés en ligne, mais là encore, beaucoup de liens sont inexploitables et le flou demeure. Ce qui devait clore un scandale ne fait que le raviver. Bon, qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines là? Finalement, c'est des photographies, des emails qui ne prouvent rien, qui ne montrent pas grand-chose, sinon que Jeffrey Epstein avait beaucoup d'amis, et qu'il avait beaucoup d'amis. Bon, quand même, il avait beaucoup d'amis qui étaient principalement des hommes, principalement blancs, principalement issus quand même de ce qu'on appelle les élites libérales, en gros. Bon, voilà, pas beaucoup de gens de gauche, pas beaucoup, quelques-uns à l'extrême droite, Steve Bannon, etc. Bon, ces photographies finalement, elles disent
pas grand-chose, elles ne prouvent rien, sinon elles alimentent un peu la suspicion. Quand même dire que ce qui m'a un peu surpris, puisqu'on est dans un média de gauche, plutôt il faut peut-être en parler, c'est quand même la présence de Noam Chomsky dans ces files. Noam Chomsky, donc grand linguiste, penseur de la gauche américaine. Bon, c'était assez surprenant de le voir, surtout on avait qu'une photo là, et puis là on a une deuxième qui vient d'être publiée, je crois, ce matin, où on le voit dans le fameux Lolita Express. Donc on se demande, voilà, qu'est-ce que ce grand penseur de la gauche mondiale faisait là-dedans. On n'a pas vraiment de réponse. Donc voilà, ça alimente encore les théories du complot. Ça va dans cette direction-là. Car derrière la question de la transparence se joue aussi autre chose, la crédibilité de l'État face aux crimes des puissants. L'affaire Jeffrey Epstein est devenue le symbole d'une justice à deux vitesses où les victimes doivent se battre pendant des années pour obtenir la vérité, pendant que les cercles du pouvoir invoquent la protection des réputations. Ironie ultime, Donald Trump avait fait de la publication du dossier Epstein une promesse de campagne en 2024 avant de qualifier l'affaire de canular démocrate, puis de céder sous la pression de sa propre base MAGA, obsédée par le scandale. Aujourd'hui, il se dit impuissant et inquiet pour l'image des élites. Pendant ce temps, une question centrale reste sans réponse. Qui protège-t-on réellement? Et surtout, jusqu'à quand la vérité pourra-t-elle rester partiellement enterrée sous des bandes noires? Affaire à suivre. On vous en parlait déjà hier sur notre antenne, Donald Trump ne cache plus ses intentions impérialistes à l'égard du Venezuela. Depuis plusieurs jours, le président américain multiplie les déclarations offensives contre Caracas. Dans ces dernières déclarations, Trump a déclaré qu'il serait, je cite, sage pour Nicolás Maduro de quitter le pouvoir. Officiellement, Trump assure que la décision appartient au président vénézuélien, mais le message est sans ambiguïté. S'il joue les durs, prévient-il, ce sera la dernière fois. Une menace accompagnée d'une démonstration de force, Washington affirme avoir déployé une gigantesque armada dans les Caraïbes avec le plus grand porte-avions du monde. Les États-Unis justifient cette pression par la lutte contre le narcotrafic et accusent le régime de Maduro de financer des activités criminelles via le pétrole. Caracas dément et dénonce une tentative de déstabilisation, d'autant que cette guerre contre la drogue interroge. Le fentanyl, responsable de ravages massifs aux États-Unis, provient principalement de Chine et du Mexique et non du Venezuela. Le pays sud-américain possède en revanche les premières réserves de pétrole au monde, 19% du total mondial devant l'Arabie Saoudite. Un enjeu central alors que Donald Trump, soutenu par la droite vénézuélienne la plus radicale, ne fait plus mystère de son intention de reprendre un pétrole qu'il estime avoir été volé. Cette escalade s'inscrit dans une stratégie de long terme, sanctions économiques, pression militaire, contrôle des ressources. Une ligne engagée sous Obama, assumée sous Biden et renforcée sous les deux mandats de Trump. Derrière les discours sur la sécurité, la drogue ou encore la démocratie, une constante demeure, la volonté des États-Unis de maintenir une domination politique et économique sur l'Amérique latine dans un contexte de recomposition de l'ordre international et de tensions accrues autour des ressources stratégiques. Direction la France. C'est un chiffre qui dit beaucoup de la nouvelle ligne migratoire. Depuis le début de l'année, les régularisations de sans-papiers ont chuté de 42% selon des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Une baisse spectaculaire directement liée à la mise en application de la circulaire Retailleau entrée en vigueur en janvier dernier. Entre janvier et septembre 2025, un peu plus de 11 000 titres de séjour ont été délivrés au titre de l'admission exceptionnelle au séjour contre 19 000 sur la même période l'an dernier. La chute est encore plus brutale pour les régularisations pour le travail, en baisse de 54%, et pour les titres liés à la vie privée familiale qui reculent, elles, de 58%. Cette circulaire qui remplace la circulaire Valls de 2012 repose sur un principe martelé par Bruno Retailleau, la régularisation n'est pas un droit. La nouvelle doctrine est claire, la régularisation n'est plus un levier d'intégration, mais une exception dissuasive. Il faut désormais 7 ans de présence, un niveau de français A2 et en cas de refus, une OQTF
automatique. Conséquence immédiate, la peur. De nombreux travailleurs renoncent à se présenter en préfecture, craignant l'expulsion, et ce alors même que l'économie française dépend largement de cette main-d'œuvre invisible. Malgré des discours sur les métiers en tension, seuls 666 titres ont été délivrés sur ce motif. Une politique de fermeté assumée qui ne fait pas disparaître les sans-papiers, mais les rend encore plus précaires et exploitables. C'est ce qui s'appelle la chasse au couvre-chef, la chasse au calot, la chasse au bout de tissu ou tout simplement la chasse aux musulmans. Ou comment l'hôpital public français licencie des infirmières qui se couvrent la tête avec des calots. Majdouline, infirmière à la Pitié-Salpêtrière, en a fait les frais. Elle portait un calot en dehors des blocs opératoires où son utilisation est réservée. Cela lui a valu une procédure disciplinaire et ça dure depuis 1 an. Blandine Chauvel, représentante syndicale, l'a accompagnée pendant toute cette procédure. Elle a témoigné hier pour le média. Oui, en fait, mais c'est une procédure qui dure depuis 1 an maintenant. Majdouline, elle est infirmière depuis 7 ans à la Pitié-Salpêtrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 1 an, les cadres, il y a eu dans un certain nombre d'hôpitaux dans une vague de chasse au bout de tissu et au couvre-chef. Donc les couvre-chefs, en fait, c'est des bonnets, c'est des calots chirurgicaux, des bandeaux. Et donc, en fait, les directions se sont lancées dans une vaste chasse là-dessus. Donc, on a eu des scènes assez délirantes avec des réunions de service qui étaient interrompues pour dire qu'il fallait que les couvre-chefs disparaissent, des cadres qui conseillaient aux collègues de porter des perruques pour pas mettre de couvre-chef à la place. Des discussions par des cadres qui disaient bon écoutez je tolère un bandeau de 5 cm mais pas 4. Des certificats, des collègues qui arrivaient avec des certificats médicaux, puisque du coup on en était là, et les certificats médicaux qui sont de plus en plus remis en cause, ce qui est très grave quand même par des directions hospitalières. Et en fait, Majdouline, elle a fait partie de ses collègues qui ont été victimes de cette chasse au bout de tissu, quoi. Blandine Chauvel s'interroge pourquoi Majdouline a été visée et pas une autre. On écoute. Je dirais qu'il y a une chasse, pas forcément aux musulmans, mais aux collègues qui sont d'origine étrangère et qui peuvent être, comme disait Mediapart, perçus comme musulmanes, en fait. C'est vrai qu'on a un certain nombre de collègues qui ne sont pas d'origine étrangère, qui, elles, du coup, dont moi, on met des bonnets et personne ne dit rien, quoi. Moi, personne, ça fait tous les hivers, je mets des bonnets, ça vous pouvez le dire. Tous les hivers, moi, je mets des bonnets, personne ne me dit rien, quoi. Majdouline est une infirmière compétente, reconnue par sa hiérarchie. Elle a pourtant été révoquée. Mais quel motif la direction a-t-elle bien pu utiliser? La laïcité. Non, ça ne fonctionne pas. C'est lunaire, mais c'est l'argument de l'hygiène qui a été invoqué. Majdouline, en fait, a été révoquée de la fonction publique, ce qui est très grave quand même. C'est la sanction la plus lourde de la fonction de toute la fonction publique, donc elle n'est plus fonctionnaire, elle n'a plus le droit de travailler dans un hôpital public, ce qui est quand même extrêmement grave. On parle quand même d'une excellente infirmière, d'une personne qui était reconnue, même le conseil de discipline qui a statué sur sa révocation a reconnu qu'elle était une excellente professionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le motif de les sanctions, les motifs de sanctions ont changé plusieurs fois dans toute la procédure qui a duré 1 an. Ils ont commencé sur la laïcité, puis en fait ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'éléments en fait, à part ce qu'on a été un peu obligé de leur dire, c'est-à-dire en fait on est désolé, mais à part ses origines, on voit pas trop quel est le problème. C'est comme ça qu'on leur a dit. Donc du coup, comme ils se savaient très faibles sur le terrain de la laïcité, ils sont passés sur le terrain de l'hygiène. Et donc ils ont commencé à expliquer avec une certaine ironie quand même, parce que c'est quand même assez fou cette histoire, que le couvre-chef, du coup, ce ne serait pas hygiénique en fait. Ce serait pas hygiénique de se couvrir les cheveux dans un hôpital, ce qui est quand même... Et aussi, ce qui a fait qu'elle a été révoquée sur l'hygiène et sur le fait de refus d'obéissance à un ordre hiérarchique.
Toujours en France, depuis le 18 décembre, plusieurs restaurants KFC en Île-de-France sont bloqués par leurs salariés en grève à l'appel de l'ensemble des syndicats en cause des conditions de travail jugées intenables. Les employés dénoncent un sous-effectif chronique, des cadences infernales, un management toxiques et surtout des salaires gelés depuis 4 ans malgré l'inflation. Les négociations annuelles obligatoires n'ont, une fois de plus, abouti à rien. Depuis le passage des 31 restaurants franciliens sous la franchise du groupe polonais Amrest, le dialogue social serait, selon les représentants du personnel, quasiment à l'arrêt. Les directions jugées absentes, des équipes réduites au strict minimum et une pression constante sur la productivité. Ce mouvement met en lumière une réalité plus large dans la restauration rapide, la précarité, les temps partiels subis et les difficultés à se faire entendre face à des groupes internationaux. Les salariés réclament aujourd'hui des hausses de salaire, des effectifs suffisants et la reprise d'un véritable dialogue social. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Flash Info et sachez que nous lançons notre grande campagne de dons 2025 et comme chaque année, on ne peut compter ni sur le Père Noël ni sur les milliardaires, mais on peut compter sur vous avec un objectif clair, franchir et dépasser le palier des 150 000 €, un palier qui nous permettrait non seulement de clôturer l'année sereinement, mais aussi d'aborder 2026 avec la force et la confiance nécessaires pour continuer le combat, celui d'aller sur la TNT francilienne ou nationale. Très belle soirée à vous sur le média et on vous laisse découvrir la suite de nos programmes.